Bonjour à tous, bienvenue pour cette étape de clôture du 8e Tour de France de la diversité qui a donc débuté au mois d'octobre dernier. La dernière étape était la semaine dernière, jeudi dernier à Rennes. Et le fil rouge de ce Tour de France de la diversité, c'était l'emploi. Donc aujourd'hui, nous allons traiter de l'accès à l'emploi et l'inclusion dans les organisations. Quel enseignement de la crise? Alors avant de donner la parole à Yann Tanguy, que vous voyez à l'écran, qui est le secrétaire général de la Charte de la diversité, et à Lydia Mediani, la nouvelle ambassadrice de la Charte, nous aurons donc pendant ce webinaire deux temps forts. Le premier temps fort sera les politiques diversité d'engagement des entreprises face à la crise. On verra les aspects à la fois négatifs et positifs qu'il y a pu y avoir de cette crise. Et, première table ronde sera animée par Julie Couplet-Rodet, que vous voyez à l'écran, qui est la responsable du projet diversité. Et puis, on se retrouverait dans un deuxième temps fort pour aborder les conséquences de la crise sur l'emploi des femmes et l'opportunité du numérique avec deux associations, Social Builder et Pôle emploi, qui viendront nous présenter un dispositif d'accompagnement des femmes. Voilà, donc là maintenant, je laisse la parole à Yann Tanguy. Merci Nathalie et bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Yann Tanguy, secrétaire général de la Charte de la diversité et délégué général de l'association qui porte cette charte, les entreprises pour la cité. Alors, tout d'abord, un très grand merci d'être avec nous en ligne ce matin pour l'étape de Paris du Tour 2020-2021 de la diversité. J'en profite pour remercier également France Télévisions et l'ANCT qui sont nos sponsors pour ce tour. Et merci à l'avance aussi à tous les intervenants pour cette étape. Alors aujourd'hui, c'est la clôture de ce tour après un démarrage à Toulouse en octobre dernier. 12 étapes au total. Quand on a commencé à préparer ce tour, c'était un peu avant l'été 2020. On espérait que, bien sûr, on pourrait venir à la rencontre de nos signataires, comme d'habitude, depuis plusieurs années. Et puis, finalement, comme d'habitude, j'allais dire depuis plusieurs mois, on a enchaîné les étapes digitales. Alors, ça nous rend un peu triste, mais la très bonne nouvelle, finalement, c'est qu'on a tenu le pari de continuer à promouvoir avec nos signataires la diversité en entreprise, de continuer les échanges et à s'inspirer les uns et les autres. Vous le savez, c'est un engagement de la charte en tant que tel, communiquer sur son engagement. Et nos signataires ont répondu présent sur tout le territoire et ça nous rend très fiers. 16 ans après l'édition du texte, en 2004, ce sont aujourd'hui 4200 organisations qui ont choisi de signer cette charte, dont 80% de PME. Les signataires, ce sont des entreprises, mais pas seulement. De plus en plus, ce sont des acteurs du monde associatif, des collectivités locales, des institutionnels, qui décident de faire système pour promouvoir diversité, égalité des chances et lutte contre les discriminations. Alors, Nathalie, vous le disiez, ça a été un tour résolument tourné vers l'emploi dans le contexte de fortes tensions économiques que l'on connaît. Nos signataires, nos partenaires ont, tout au long de ce tour, nourri des discussions et des débats dans le cadre d'étapes thématiques. Par exemple, l'égalité pro, le recrutement inclusif. On a même traité l'accès au stage dans les QPV en se mettant un peu en amont de la problématique de l'emploi. On a organisé des focus sur les difficultés, mais aussi les solutions pour l'emploi des publics fragilisés, les jeunes, spécialement ceux issus de milieux modestes, les femmes, les personnes en situation de handicap notamment. Et puis on a traité des problématiques plus transversales, comme la mesure de la diversité dans l'accès à l'emploi et dans l'emploi. Il y a un an, des intellectuels, des sociologues, des philosophes, des psychologues, et du moins les plus optimistes d'entre eux, nous promettaient que dans l'épreuve à venir, l'humain serait capable de se réinventer, malgré la peur, malgré la distance, la tentation du repli sur soi. Ces quelques mois d'expérience leur ont donné au moins en partie raison, et aujourd'hui, pour la clôture, on souhaite en effet prendre un peu de hauteur et de recul sur plusieurs mois de bouleversement dans nos entreprises et nous interroger plus concrètement sur l'impact de cette crise en matière de diversité. Les dangers, les risques, les contraintes, les leçons, ce qu'on peut déjà observer, mais aussi, comme le disait Nathalie, l'impact positif
des prises de conscience aux opportunités à ne pas laisser passer et peut-être les nouveaux contours d'une réinvention. Voilà, ce sera notre première partie. Et puis, dans un second temps, on fera un focus sur une thématique donc, qui nous tient à cœur aux entreprises pour la cité et à la charte, c'est celle de l'emploi des femmes avec un angle digital. Voilà, à nouveau, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Je vous souhaite une belle étape. Et je passe le micro à Lydia Mediani, nouveau visage de la charte. Vous en découvrirez un autre aussi tout à l'heure. Et nouvelle ambassadrice donc de la charte. À toi, Lydia. À tout à l'heure. Je vous retrouverai pour un petit mot de bilan probablement. Merci Yann. Bonjour à tous. Ravie vraiment d'être avec vous en tant qu'ambassadrice, Yann l'a dit, de la charte. J'ai rejoint les entreprises pour la cité en qualité d'administratrice à la fin de l'année, donc en décembre 2020. Et aujourd'hui, je suis directrice juridique en charge de la compliance des droits humains et de l'éthique chez Nestlé. Mais tout ce parcours-là, je vous le dois à des entreprises engagées comme celle que vous représentez aujourd'hui. Je le dois au secteur public, je le dois à l'École de la République aussi, puisque mon parcours est celui de la méritocratie. Et vraiment, plutôt que de partager avec vous des études, des stats que vous connaissez bien mieux que moi, c'est un grand merci et une grande fierté que je voulais partager d'être avec vous aujourd'hui. J'ai hâte d'entendre les témoignages, d'entendre les discussions qu'on va avoir tous ensemble. Je suis évidemment à votre disposition pour porter vos messages, pour échanger avec vous. C'est vraiment un engagement auquel je crois et qui a toujours été le fil conducteur de ma carrière. Yann l'a dit, on est hélas en virtuel, mais vous n'êtes pas en virtuel puisque sur le terrain, vous avez tous continué à vous mobiliser. Je suis également présidente d'une association qui s'appelle le Café de l'Avenir et tous les bénévoles, nous avons tous continué à être sur le terrain pour être à disposition des jeunes à la recherche d'un premier emploi. Et c'est vraiment la galère. Donc, il faut se réinventer, il faut montrer aussi qu'ils ne sont pas seuls. Donc, on a tous ces petits moments de solitude. Et c'est grâce à des initiatives comme celle que vous avez tous, et en particulier LEPC, qu'on arrive à créer, à se mettre en système, disait Yann. Moi, je crois au cercle vertueux, donc j'irai encore plus loin. C'est on se met en mouvement et on crée cette communauté de citoyens, la communauté France, à laquelle on est tous si fiers d'appartenir. Et c'est surtout ça que je voulais vous dire en tant que première intervention, en tant qu'ambassadrice, c'est merci, merci, merci pour tout ce que vous faites sur le terrain. Merci aux entreprises de se mobiliser. Quand on pense à l'origine de LEPC, c'était en 1986, j'avais 8 ans. Si des entreprises ne s'étaient pas mobilisées, je ne suis pas certaine que j'aurais eu la carrière qui est la mienne aujourd'hui. Évidemment, j'ai travaillé, donc je le dois à ma force de travail, mais je le dois à des personnes comme vous qui êtes derrière vos écrans encore aujourd'hui, qui donnez de votre temps chaque jour au quotidien à des personnes comme Nathalie, comme Yann, comme Julie, qui sont là, toujours disposées, toujours disponibles à suivre des projets un peu fous. Il y en a beaucoup, mais vous y croyez, vous le faites avec force, avec conviction, avec générosité. Donc, c'est plutôt un message de merci. Il est vrai que Nathalie, lorsqu'on avait préparé mon intervention, on était plus partie sur des stades, des études, mais c'est plutôt en regardant et le panel et en vous voyant tous à l'écran, j'ai surtout envie d'apprendre encore avec et de vous. Donc, je suis heureuse d'être là. J'ai envie de mettre à profit et surtout, je crois au rôle modèle. Et si on peut, Méliane, tu parlais de visage, je ne sais pas si j'aurais cette prétention-là, mais en tous les cas, être ambassadrice pour moi, c'est surtout montrer qu'il y a des choses qui marchent et qui marchent bien. Ça ne veut pas dire être l'arbre qui cache la forêt, évidemment, mais ça veut surtout dire qu'ensemble, on peut faire quand même beaucoup, on va plus loin. Donc, c'est vraiment le message que je souhaitais porter aujourd'hui et j'ai envie d'entendre ce qui va se dire, ce que le témoignage de Social Butler, ce qu'a fait Pôle emploi qui s'est réinventé. Je pense que le Pôle emploi que j'ai connu moi lorsque j'ai démarré ma carrière n'a rien à voir avec toutes les initiatives qui sont portées aujourd'hui. Donc, voilà, hâte de vous entendre et à disposition pour toute initiative sur le terrain. N'hésitez pas à me solliciter directement, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lydia. Alors là, maintenant, je vais laisser la parole à Julie qui va animer la première table ronde. Juste pour votre information, j'ai oublié de vous préciser, pour ceux qui ne connaissent pas bien cet outil Livestorm, vous avez la possibilité de poser des questions pendant les interventions. Vous avez un onglet sur la droite de vos
votre écran, donc n'hésitez pas. De toute façon, nous avons également prévu d'échanger un temps de questions-réponses à la fin des 2 tables rondes. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon webinaire et maintenant je laisse la parole à Julie. Moi, je vous retrouve dans quelques instants. À nouveau, bonjour à toutes et à tous. Merci Yann Tanguy, merci Lydia Mediani pour vos interventions. Alors, comme l'a évoqué notamment Yann Tanguy, nous avons naturellement fait le choix de ce sujet des impacts de la crise sur les politiques d'engagement des organisations, car il y a en fait une parfaite synthèse des étapes telles qu'elles se sont déroulées partout en France ces derniers mois, et aussi parce qu'il préfigure, on va y revenir, il préfigure le bilan diversité 2021. Sans attendre, je vais accueillir les intervenantes et les intervenants de ce premier temps d'échange. Donc, merci à toutes et à tous de nous faire l'honneur d'être à nos côtés ce matin. Pour commencer, bienvenue à vous, Jalé Bradea. Vous êtes directrice projet diversité, inclusion et égalité des chances au sein du groupe Vivendi. Vous êtes signataire depuis 2013. Également, bienvenue à vous, Joanne Titran. Vous êtes directeur diversité et inclusion du groupe ADECO et signataire depuis les débuts de la Charte de la diversité en 2004. Bienvenue à vous également, Corinne Derboeuf. Vous êtes directrice diversité, inclusion et qualité de vie au travail chez Schneider Electric. Et vous êtes également signataire historique depuis 2004. Ensuite, bienvenue également à vous, Philippe Acedo. Vous êtes directeur des relations institutionnelles et de la RSE au sein de BNP Paribas Personal Finance, également signataire depuis 2004. Et enfin, bienvenue à vous, Anne Cagnard. Vous êtes DRH de Converse Télémarketing, votre entreprise qui est une PME et située à Nice. Et vous êtes signataire de la charte également de longue date depuis 2008. Donc, nous allons donc aborder ensemble votre retour d'expérience sur la crise et son impact sur vos politiques d'engagement. Alors, 2 premières questions pour amorcer cet échange et qui s'adresse à toutes et à tous. La première, tout d'abord, c'est dans quelle mesure vos fondamentaux, c'est-à-dire vos axes historiques de politique diversité, de politique d'engagement, ont-ils été impactés par la crise ? Et la deuxième, comment vous assurez-vous dans cette période que vos politiques d'emploi demeurent inclusives ? Alors, le principe, je vous propose d'intervenir à tour de rôle. Jalé Bradea, je vous propose de commencer cette intervention. Alors, comment la crise a impacté nos fondamentaux en matière de diversité-inclusion ? Écoutez, je suis pas sûre que ça les a impactés, bien évidemment, ça les a impactés, mais pas les fondamentaux. Ça a impacté notre capacité à faire des choses de façon concrète, comme je pense pour de nombreuses entreprises, parce que nous ne pouvons pas en ce moment encore malheureusement accueillir par exemple des stagiaires de 3e, des REP et REP+, pour leur faire découvrir nos métiers, parce que nous n'avons pas pu mener le duodé du mois de novembre comme nous l'aurions souhaité. Donc voilà, il y a des choses qu'on avait commencé vraiment à prendre l'habitude de pouvoir mener dans nos entreprises, dans les différentes filiales de Vivendi, puisque je parle un peu au nom du groupe avec toutes ces entités. Donc, ça c'était votre première question. Quelle était la deuxième, s'il vous plaît ? Alors, la deuxième, c'est comment votre organisation s'assurait que vos politiques d'emploi demeurent inclusives dans cette période de crise ? Vous savez, je pense que pour le coup, ça n'a pas vraiment, ça n'a pas changé parce que le travail et les efforts qui sont faits dans les équipes ont été maintenus. Et moi, j'ai pas ressenti une baisse de volonté. Alors peut-être parce qu'on a j'ai la chance de faire partie d'un groupe qui n'a pas énormément souffert de cette crise. Là, bien sûr qu'on a vécu comme tout le monde la crise sanitaire. La crise sanitaire, les périodes de confinement et autres ont eu des impacts, mais dans une moindre mesure sur notre économie à nous qui sommes grosso modo des revendeurs de produits culturels et de divertissement.
Il y a même eu des effets vertueux pour certains de nos métiers, en fait. Donc, mais d'autres ont souffert. Toute la tranche qui s'occupe de spectacles vivants, bien évidemment, on a énormément souffert. Donc, autant vous dire que ceux-là, leur priorité n'est évidemment pas de maintenir aujourd'hui une égalité des chances dans le recrutement, puisque de toute façon, il n'y a pas de recrutement si ce n'est pas le contraire qui se passe. Donc, je pense que ça, je suis sûre que d'autres entreprises sont concernées, mais certains autres de nos métiers n'ont pas souffert, donc on a pu maintenir notre engagement fort d'égalité des chances. Par exemple, le groupe Canal a d'ailleurs fait, au mois de novembre dernier, a mené une journée avec des associations de recrutement, égalité des chances, tout ça en pleine crise sanitaire, mais avec, je pense que d'autres le diront, cette créativité dont on fait tous preuve, c'est-à-dire on se rattrape par le en ligne qui évidemment ne fait pas forcément, c'est pas aussi bien que le présentiel, mais finalement on arrive à utiliser ces nouveaux outils qu'on est obligé d'utiliser à fond pour peut-être avoir accès, c'est-à-dire par exemple ouvrir ce recrutement, dans notre cas, davantage à la ruralité aussi. Donc l'égalité des chances s'exporte un peu grâce aux contraintes qu'on a eues. Donc moi j'ai un peu envie même de voir le bon côté des choses aujourd'hui. En tout cas, vous avez raison de souligner effectivement que cette crise nous a poussé en quelque sorte à nous adapter, hein, à devenir agiles face à cette situation-là. Je pense que ça reviendra dans les autres interventions. Merci beaucoup, je propose de laisser maintenant la parole à Johan Titran. Merci Julie, bonjour à toutes et à tous. Alors si la question est de savoir est-ce que le Covid a mis fin aux politiques de diversité et d'inclusion conduites par nos organisations, au risque de la naïveté, j'aurais tendance à répondre pour ma part non, et je dirais même doublement non. D'une part parce que la crise, elle n'a pas, à mes yeux, amoindri les enjeux de nos politiques diversité et d'inclusion, l'égalité professionnelle, l'insertion des plus éloignés de l'emploi, etc. Je crois que la crise les a pas amoindris, elle les a maintenus, elle les a même, pour un certain nombre, amplifiés, ces enjeux et ces besoins de nos publics. Et puis, d'autre part, je crois, là aussi, je ne crois pas non plus que la crise ait fait reculer ou disparaître les représentations, les stéréotypes et les risques de discrimination qu'ils peuvent engendrer. Je crois que, au contraire, le contexte de crise, il est anxiogène et il les a maintenus, voire il a amplifié ce risque de discrimination et donc la nécessité, l'extrême vigilance et attention à conduire des politiques de diversité et d'inclusion. Après, comme l'a dit Jallet, bien sûr, la réalité opérationnelle de la conduite de nos politiques diversité et d'inclusion dans nos organisations respectives, elle a été adaptée, revue, contextualisée en fonction de l'impact plus ou moins important de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales et économiques sur nos activités respectives. On peut plus accueillir des stagiaires en présentiel, eh bien on l'a fait en ligne d'une manière un peu différente et avec de la créativité. Si je prends un autre exemple, nos collaborateurs et collaboratrices en situation de handicap, dans nos activités à nous pour le groupe ADECO, pour une période et un grand nombre d'entre eux se sont retrouvés à exercer leur activité professionnelle à leur domicile, et on a dupliquer les aménagements de poste dont certains collaborateurs, certaines collaboratrices pouvaient avoir besoin, qu'ils avaient sur leur poste de travail dans nos locaux et dont ils avaient toujours besoin quand ils ont eu à exercer leur activité à leur domicile. Et donc, on a mis en place, on a dupliqué les aménagements de poste nécessaires. Donc, chacune dans son organisation, je pense, a dû à s'adapter, mais la nécessité et les enjeux, eux, n'ont pas changé. Et au contraire, je pense, s'il y a bien une démonstration et un enseignement de cette crise, c'est que les politiques de diversité et d'inclusion, elles sont incontournables. Et peut-être on en parlera tout à l'heure. Je pense même qu'elles font partie des solutions pour sortir ou accompagner cette sortie de crise demain. Juste sur la deuxième question sur les politiques d'emploi, je pense, en tout cas pour notre part, la crise a eu comme effet de nous faire nous poser encore un peu plus la question de comment notre politique de diversité et d'inclusion pouvait impacter notre politique d'emploi. Parce que, comme l'a dit là aussi Jallet,
c'est notre cas, ça ne l'est pas pour toutes les organisations, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut encore recruter? En tout cas, les besoins ou les prévisions qu'on avait pu se donner en début d'année 2020, ils ont été révisés, ils ont été revus, ils ont été impactés par la crise. Et donc aujourd'hui, on n'a pas la même ambition, on peut plus avoir la même ambition en termes de recrutement. Donc en termes en tout cas de volumétrie de recrutement. Mais par contre, sur les recrutements qu'on peut encore opérer, on s'est posé encore plus la question de comment est-ce qu'on peut apporter une contribution d'inclusion dans ces recrutements. Donc on s'est notamment nous posé très très fortement la question sur notre politique d'alternance qu'on a maintenu, notre objectif d'alternance voilà au niveau qu'on l'avait prévu et programmé en début d'année. Donc ça a été un engagement volontariste, et dans cet engagement volontariste, on l'a doublé du fait de on avait un impact inclusion dans cette politique d'alternance, mais on a voulu le formaliser, et pour la première fois, on l'a formalisé à hauteur de 10%. 10% des alternants et alternantes qui nous ont rejoints à la rentrée 2020, à la dernière rentrée, sont soit issus de quartiers prioritaires de la ville, soit en situation de handicap. C'est l'objectif qu'on s'était donné, 10%. Et en réalité, on est même allé au-delà, on est à 14% de nos alternants qui sont ce qu'on a appelé chez nous dans l'opération alternance inclusive. Voilà pour donner une petite illustration et tenter de répondre à ces deux grandes et vastes questions. Merci beaucoup, Joanne. Je vous propose maintenant d'entendre Corinne Derboeuf. Oui, eh bien bonjour à tous. Alors, je suis ravie d'intervenir après Joanne, parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'écho à ce que Joanne a dit. Mais je pense qu'on verra le pendant effectivement par rapport à l'activité de sa société et la mienne. Donc moi, je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Joanne, mais aussi par Jaleh. Je pense que très sincèrement, la crise est vraiment en fait un accélérateur des transformations, mais aussi un révélateur, et a été un révélateur de la nécessité d'une politique de diversité et d'inclusion. Je pense que dans les grandes entreprises comme Schneider Electric, on en avait une conviction, c'est l'un des piliers de notre marque employeur. Mais en tout cas, ça l'a vraiment mis en visibilité parce que ça s'impose, et ça s'est imposé de mon point de vue rapidement comme un enjeu majeur, parce que finalement, dans cette crise, ce qui a été mis au centre, c'est réellement l'humain dans toutes ses dimensions. Et on a été aussi face à des situations très différenciées pour nos salariés, très différenciées pour nos entreprises et institutions. Et puis au-delà de ça, on le voit très bien aussi, très différenciées par rapport à nos différents pays. Donc, c'est vrai que ça a vraiment révélé un enjeu majeur de mobilisation finalement du collectif, de maintenir ce lien qui, du fait aussi d'une grande proportion de télétravail, est beaucoup plus difficile, tout en tenant compte finalement de la diversité des situations individuelles. Et puis aussi cette frontière, je vais dire, on parle beaucoup du télétravail aujourd'hui, mais cette frontière entre la vie privée et la vie professionnelle qui s'estompe, et une nouvelle organisation finalement du travail qui met en évidence aussi, on l'a vu, certaines inégalités à la fois sociales, familiales, mais qui peuvent être aussi technologiques. Donc finalement, un point de vigilance sur le fait que, Joanne l'a dit aussi, les inégalités finalement se creusent. Quand on parle du handicap, on parle aussi d'un champ nouveau d'accessibilité qui est celui de l'accessibilité numérique, et qui d'ailleurs va bien au-delà du handicap. Et c'est un champ qui a été aussi beaucoup mis en exergue durant cette phase-là, et qui est toujours un enjeu majeur pour les entreprises. Mais finalement, la discrimination, elle pourrait aussi se poser aujourd'hui autour de l'état de santé d'une personne. Donc, on voit qu'il faut vraiment avoir ce point de vigilance. Et en ce sens-là, je pense que vraiment, les politiques de diversité, même s'il faut qu'on dissocie les deux temps, le premier où effectivement, on s'est retrouvé un petit peu mis à mal de pouvoir finalement continuer à agir comme on le faisait rapidement. Mais on l'a dit, on a aussi eu cette capacité d'adaptation pour finalement faire les choses autrement et continuer à affirmer ces fondamentaux de nos politiques de diversité. Ensuite, en termes d'emploi, je pense que
pour continuer à être inclusif, il faut réellement redoubler finalement de cette vigilance sur ce principe de tolérance zéro, qui est finalement de n'accepter aucune discrimination dans l'entreprise. Et je pense qu'on l'a fait et que beaucoup d'entreprises l'ont fait également. C'est finalement de sensibiliser le collectif aussi à repérer autour de soi, même si c'est en digital, les signaux faibles et puis à alerter. Parce qu'on est tous acteurs de ce principe de tolérance zéro. Puis je crois qu'un acteur aussi qui est prépondérant et qui l'était déjà, mais il a été beaucoup mis en avant, ce sont finalement les managers qui ont un rôle essentiel et qui ont eu un rôle essentiel dans cette crise auprès de leurs équipes. Parce qu'ils ont à gérer à la fois d'assurer cette communication, d'adapter l'organisation, mais aussi de prendre en compte ces situations individuelles. Et je pense que ça a été pour eux finalement aussi une sensibilisation très, très forte et ça a eu un fort impact, en tout cas positif pour nous, sur l'engagement, en tout cas au travers de cette crise. Et puis, je pense qu'il faut vraiment informer aussi sur les risques accrus d'exclusion, parce que on l'a dit précédemment, que ce soit en termes de handicap, que ce soit pour les femmes, pour les jeunes, pour les personnes LGBT, les risques sont réels et les conséquences aussi sur la santé mentale de chacun. Donc, c'est vraiment une opportunité de sensibiliser et on l'a fait même au travers de cette période, notamment sur des champs comme le sexisme en entreprise. Et c'est vrai qu'on associe sexisme et LGBT-phobie. Et finalement, on voit que dans ces contextes-là, c'est aussi des contextes où finalement, ce sont des discriminations, si on n'y veille pas, qui s'amplifient. Donc c'est vrai que l'accès à l'emploi est un gros enjeu, mais déjà pour les personnes qui sont au sein de l'entreprise. Après, par rapport à l'externe, bien entendu, c'est vrai que nos marges de manœuvre se sont temporairement réduites. Mais je pense que comme ADECO, on a effectivement un enjeu fort, notamment vis-à-vis des jeunes. Et ça, je pense que c'est une responsabilité presque d'entreprise citoyenne. Donc, on s'est engagé aussi vis-à-vis des jeunes, notamment au travers d'un engagement à prendre 1000 alternants pour les accompagner vers leur projet professionnel et vers l'emploi. Mais c'est aussi transformer toutes les capacités d'accueil que l'on peut avoir au travers des stages et d'autres programmes pour les jeunes pour qu'ils puissent continuer à le faire, même à distance, et qu'ils s'enrichissent de ces expériences pour construire leur projet professionnel. Donc, je dirais finalement plein d'opportunités et je suis très confiante, au contraire, sur, de mon côté, le booster que ça représente pour finalement être aussi une solution pour demain. Mais merci beaucoup pour ce message porteur d'espoir, en tout cas. Merci. Je laisse maintenant la parole à Philippe Acedo. Bonjour, merci Julie. Je vais poursuivre moi dans cette vision positive. Alors, bien sûr qu'on a traversé une année dramatique et nos organisations, nos métiers ont été touchés. Mais quant à nos fondamentaux en matière d'engagement de RSE, je retiens ce qui a été dit. On a plutôt vécu une période qui a vraiment été un accélérateur, un révélateur de ces fondamentaux, ça a été dit. Julie le précisait, BNP Paribas et BNP Paribas Personal Finance, c'est un signataire historique de la charte 2004. Donc nos fondamentaux, ils sont inscrits depuis des années et on s'est justement appuyé sur ces fondamentaux pour traverser cette crise, pour maintenir la confiance de nos collaborateurs qui eux aussi étaient très en attente de tout ce qui pouvait tourner autour de la qualité de vie au travail, de la continuité de l'activité, mais aussi de démarches solidaires. Donc nous, on a plutôt vu aujourd'hui une accélération et je vais donner quelques exemples parce que je partage tout ce qui a été dit précédemment et je risque de répéter, mais finalement, cette crise, qu'est-ce qu'elle nous a permis de renforcer, de conforter ou d'accélérer? Tout d'abord, de retravailler nos démarches de qualité de vie au travail. Elles existaient bien évidemment, mais tout ça a été bouleversé par cette crise sanitaire avec
Bon, je le dis, l'activité bancaire est une activité dite essentielle pendant cette crise. Mes collègues ont continué, alors on n'a pas toujours été applaudis, nous, à 20h sur les balcons, mais mes collègues ont continué d'assurer l'accueil des clients dans les agences. Et il a fallu sécuriser l'accueil des clients, il a fallu sécuriser également, dès le premier confinement, nos collaborateurs, et puis organiser aussi pour nombreux d'entre eux le travail à distance. Et ça aussi, c'était une nouveauté. Et donc, la question de la qualité de vie au travail a pris une dimension vraiment supplémentaire et importante. Également, ça a été dit, je crois, mais il a fallu qu'on retravaille tout le modèle managérial, parce que manager des équipes, pour certaines à distance, pour la moitié, pour l'autre moitié de l'équipe en présentiel, avec des organisations tournantes, et puis préserver également, sentir les signaux d'alerte sur l'état d'esprit et le moral des équipes, eh bien, on a dû vraiment travailler sur des programmes et se viser là aussi en termes d'excellence managériale, de nouveaux défis, de nouveaux enjeux, parce que je crois que Corinne le précisait, on sait qu'aujourd'hui, si au bout d'un an, on a tenu le moral des équipes, l'engagement des équipes, c'est principalement grâce à nos managers de proximité dans des conditions difficiles. Donc ça veut dire que nos programmes en matière d'accompagnement de ces managers ont été aussi renforcés pendant cette crise sanitaire. Et puis bien sûr, je le disais, activité essentielle, ça veut dire que pour les métiers de la banque, on a continué de recruter normalement. On a recruté nos alternants après le premier confinement pour l'année 2020-2021. On continue de recruter, on a besoin de commerciaux. Vous imaginez bien également qu'on a besoin de spécialistes du digital également, avec cette explosion également de la relation client à distance. Donc on a continué de recruter avec des démarches de recrutement inclusives, comme on pouvait le faire auparavant, qui étaient souvent déjà des démarches à distance, comme le CV vidéo, comme le recrutement sur les capacités, mais aussi on avait déjà, avant la crise, mis en place des escape games également, qui permettent là aussi de repérer plutôt les soft skills et d'autres types de compétences qui nous intéressent. Et avec cette crise aussi, on sait que les profils des collaborateurs que nous allons rechercher vont aussi être différents, être nouveaux. On va être sur des profils et des aptitudes liées, bien évidemment, à des capacités d'adaptation, de souplesse, qui nous permettront, à mon avis, d'élargir davantage le recrutement que nous faisions auparavant. Et puis, surtout, on a accéléré, je pense, nos politiques d'engagement, parce que nos collaborateurs ont aussi été sensibles à ce qui pouvait se passer en dehors de notre entreprise. Bien sûr que le groupe BNP Paribas est un groupe privilégié pour ses salariés pendant cette crise sanitaire. Il n'y a pas eu de chômage partiel, il n'y a pas eu de perte d'activité. Donc évidemment que nos collaborateurs ont demandé plus en termes d'engagement pour ceux qui souffraient, pour les populations vulnérables. Et on a vu un élan de solidarité et d'engagement. Nous avons un programme de mécénat de compétences et d'heures solidaires. Et pendant cette période de crise sanitaire, on a vu une accélération des volontaires pour s'engager auprès des personnes vulnérables, auprès des personnes isolées, pour aider à l'inclusion numérique pour les personnes victimes de fractures numériques. On a vu également des élans de générosité pour accompagner des demandeurs d'emploi avec, à distance, du mentorat, avec un accompagnement pour justement améliorer cet accès vers l'emploi. Et puis des volontaires également sur tout ce qui pouvait concerner les collectes pour les personnes vulnérables, pour les étudiants également. Donc cet élan de générosité, je sais que ça représentera en tout cas pour nous un élément fort de cette crise qui perdurera dans l'avenir, puisque nous, responsables RSE, on va bien sûr capitaliser sur cet élan. Et puis pour finir, je crois que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est qu'il y a quelques semaines, nous avons décidé de candidater pour la labellisation du Great Place to Work sur le bien-être au travail. Donc ça veut dire que voilà, on n'a pas peur d'aller questionner aujourd'hui nos collaborateurs, et j'en reparlerai tout à l'heure, sur leur morale et sur la façon dont ils vivent aujourd'hui leurs conditions de travail pendant cette crise sanitaire, et que pour nous c'est un élément de diagnostic important pour améliorer nos politiques également de ressources humaines et nos politiques d'engagement. Et puis surtout, nous avons défini une nouvelle raison d'être pour notre politique d'engagement fin 2020, en pleine crise sanitaire. Et puis surtout, nous avons lancé fin 2020 également les travaux de notre nouveau plan stratégique 2025, où pour la première fois, sur les 3 axes de ce plan stratégique, nous avons un axe qui est complètement dédié à la RSE et à l'engagement. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au contraire, la prise de conscience liée à cette crise sanitaire est plutôt forte et que nous allons continuer, voire accélérer les différentes actions que nous menions. Merci beaucoup, Philippe.
Merci. Je laisse maintenant la parole à Anne Cagnard pour Converse Télémarketing. Bonjour tout le monde. Je vais sûrement peut-être répéter beaucoup de choses qui ont été dites et je vois avec enthousiasme des propos. Alors, c'est vrai, j'ai plutôt la parole des PME. Donc, Converse est un centre d'appel basé à Nice, donc un petit peu loin. On a aujourd'hui 200 collaborateurs et nous, la crise a été pour nous finalement une réponse à tout ce qu'on a mis en place depuis la création en 1998. On sait qu'on est signataire de la charte en 2004, mais nos fondamentaux ont toujours été dans notre ADN. Et ce qui nous a permis de passer cette crise, c'est l'ensemble de tous mes collaborateurs, puisque nos valeurs, ce que nous partageons au quotidien, au-delà d'aller chercher une performance économique, c'est aussi d'aller le bien-être en entreprise. On parle de qualité de vie au travail, mais je pense aussi on est tous issus d'endroits différents, de couleurs différentes, et notre force c'est de se réunir dans un milieu professionnel et de pouvoir se dire voilà quels sont les objectifs. Alors en mars dernier, donc il y a un an, on s'attend pile poil il y a un an, on nous annonce qu'on doit rester confiné. On ferme l'entreprise et finalement on se dit non, on ne va pas laisser nos clients, on ne va pas laisser nos collaborateurs comme ça, donc il faut mener des actions. Et les fondamentaux de ce qui nous attire aussi, c'est de pouvoir aussi se dire à un moment, on se réunit et quel plan d'action, qu'est-ce qu'on va faire en priorité pour le bien de tout le monde. Et ce sont des échanges aussi, et on parlait des managers, bien souvent ce sont les vecteurs de communication qui portent, on va dire, les décisions stratégiques de la direction, mais qui vont pouvoir aussi les mettre en pratique avec leurs équipes. Et donc, la mise en place du télétravail, chose qui n'avait jamais été faite chez nous, ça a été un facilitateur aussi bien pour nos clients, donc de maintenir une activité et en plus d'avoir un lien social. Donc, c'est vraiment pour nous de se dire, voilà, la diversité, parce que on est jeune, parce qu'on est moins jeune, parce qu'on a des femmes, on a des hommes qui sont issus, voilà, de milieux différents, beaucoup de personnes qui sont en reconversion, qui arrivent aussi par hasard chez nous. Donc, c'est important aussi de se dire, voilà, j'ai même des anciens cadres qui travaillent aujourd'hui chez Converse, qui sont, voilà, au statut d'employé, mais qui veulent aussi un équilibre de vie personnelle avec une vie professionnelle. Donc, tous ces engagements et toutes ces valeurs font aussi qu'aujourd'hui, Converse sort d'une crise sanitaire, mais par contre, a eu un franc succès sur l'aspect économique. Donc ça, c'est important. Et pour revenir sur la deuxième question sur l'emploi, on a eu besoin, nous, de recruter énormément. Donc, ça fait plaisir aussi d'entendre que les PME recrutent. Et notamment de pouvoir se dire avec le réseau local, les partenaires de l'emploi, bien sûr Pôle emploi, avec des missions locales, on a pu aussi aller chercher les jeunes avec les écoles avec lesquelles je suis en partenariat également, de pouvoir aussi ouvrir davantage d'alternance. Au-delà des aides financières et qui sont les bienvenues, hein, bien sûr, pour pouvoir justement enclencher ces recrutements et les intégrer au maximum pour que ça soit sécurisé. On a aussi, grâce à notre politique de la diversité, de l'inclusion, permis que la réussite de Converse soit aussi une réussite économique pour tout ce qu'on a bâti depuis des années avec tous nos réseaux et encore une fois d'être identifié aussi avec une entreprise à valeur humaine, à dimension humaine et qui permet justement de donner la chance à tous et à toutes. Alors, il faut mettre par contre des actions plus spécifiques, on disait sur l'aspect numérique, parce que recruter des personnes qui ne sont pas équipées forcément de connexion Internet, ensuite déclencher des formations à distance, là aussi, ça devient aussi voilà, un peu plus. Donc, on s'aperçoit aussi que malgré les efforts qu'on pouvait mettre pour donner la possibilité à tous et à toutes d'intégrer des entreprises le mieux possible, ben, il faut aussi voilà, penser à ce qui l'accélérateur de cette crise, on va dire, va être de mettre du doigt sur tout ce qui est l'aspect numérique, mais comment on peut aussi, en amont, leur permettre voilà, d'accéder à l'emploi de manière virtuelle, puisque on peut plus le faire en face à face ou de moins en moins. Par contre, je voudrais juste, avant de terminer, préciser que j'ai continué à accueillir des lycéens, des étudiants au sein de Converse, puisque grâce au protocole sanitaire et grâce aussi
au bon dialogue social, on a pu mettre en place aussi l'accueil des étudiants pour qu'ils puissent aussi se projeter sur l'avenir et se dire, voilà, il y a encore des entreprises qui fonctionnent, il y a une activité économique qui existe, il y a la possibilité de poursuivre aussi mes études et peut-être, pourquoi pas, alors rejoindre Converse, pourquoi pas, mais aussi, voilà, de se dire, voilà, les entreprises continuent aussi à œuvrer et tout n'est pas fini, bien au contraire, tout est à continuer. Alors, en transformation, en s'adaptant, on parlait d'agilité évidemment, mais je pense que les PME, pour ça, on est habitué à s'adapter au fur et à mesure de tout ce qui peut se présenter. Merci beaucoup Anne. Merci. Alors on a commencé vous avez évoqué notamment Philippe, les effets inattendus, voire bénéfiques de cette crise qui se sont observés, qui ont été observés dans vos organisations et donc dans la société globalement, justement sur ces apports inattendus de la crise. Est-ce que vous souhaitez en dire, est-ce que vous avez des compléments à apporter sur ce sujet, notamment Joanne, justement sur ces effets que vous avez observés comme des effets donc on pourrait dire des effets bénéfiques de cette crise, sur la prise en compte notamment des enjeux d'inclusion. Oui, merci Julie. En effet, je crois qu'une des conséquences ou un des effets de la crise, ça a été de rapprocher encore plus la sphère professionnelle de la sphère personnelle. Alors c'était évidemment déjà le cas, mais là ça l'a été quand votre travail il vient à votre domicile. Et je crois que là, quand je vois les fonds d'écran de chacun et chacune, voilà, la démonstration en est faite. Et donc quand ces deux sphères elles sont mélangées au point d'être incarnées physiquement par le même environnement, la même unité de lieu, je crois que ça a entraîné, en tout cas je vois au moins deux effets que ça a pu entraîner. Ce que disait Corinne, notamment, c'est que un certain nombre de réalités dans la société et qui sont des sujets également pour nos entreprises, pour nos organisations, ont pris de l'ampleur et ont sûrement avancé comme jamais au cours des derniers mois, maintenant ou même de la dernière année. Je pense au sujet notamment de toutes les violences faites aux femmes. Je crois que ça a été, c'est une réalité et que la crise et ses conséquences a eu pour effet d'entraîner une mobilisation de la part des employeurs, quels qu'ils soient, à un niveau jamais atteint, et que c'est un acquis en quelque sorte dont on va pouvoir ressortir grandi et nos politiques diversité et inclusion enrichies de cette mobilisation-là de nos collaborateurs et nos organisations sur une thématique comme celle-là. Ça, je pense que c'est un premier effet, une première incidence. Et puis le deuxième que je peux voir de manière plus vraiment très générale, je vais le qualifier du management de la singularité. Et dit autrement, le fait d'avoir ce rapprochement complètement intime entre la sphère professionnelle et la sphère personnelle a fait que ce qui était ou pouvait être considéré jusqu'à présent comme des situations d'exception, j'ai un collaborateur, une collaboratrice en situation de handicap, en fait est devenu, dans la réalité de la crise et particulièrement au moment du confinement, une généralité, puisque qui n'avait pas dans ses équipes en tant que manager un collaborateur en situation de handicap, qui peut-être l'avait pas dit, mais qui là s'est retrouvé un peu contraint et forcé d'exprimer sa situation, situation de garde d'enfants, situation de conjoint ou conjointe, situation d'aidance, etc. Une très très grande variété de situations qui de fait se sont imposés et ont trouvé place et ont eu à s'exprimer et ont eu pour effet d'avoir à ce que nos organisations et nos managers aient à manager, à tenir compte dans leur management, dans l'organisation, pour permettre la continuité de service de nos organisations, à tenir compte, à prendre compte de ces différentes singularités. Et je pense que ce vécu-là, cette mise en situation pratique par le plus grand nombre d'avoir à manager la singularité de ses équipes, de ses collaborateurs et collaboratrices, quelle que soit la forme de singularité, je pense que ça aussi, ça sera un acquis très très important. Il n'y a pas de meilleure sensibilisation que de pratiquer
très concrètement le management de la singularité, et je pense que c'est ce que une très très grande majorité de nos managers et de nos collaborateurs, collaboratrices ont eu à connaître au cours de l'année écoulée. Et je pense que pour la conduite de nos politiques diversité et d'inclusion, c'est un atout pour la suite, mais pour nos organisations, nos entreprises en général, je crois que c'est un vrai atout pour les années qui viennent, je pense que c'est un progrès dans le management et dans la conduite de la performance de nos organisations. Merci beaucoup, Joanne. Est-ce que quelqu'une souhaite apporter un élément supplémentaire, un commentaire, une remarque, un apport? Non, moi, je suis totalement, j'interviens après Joanne et je suis toujours très alignée avec ce que vient de dire Joanne. Moi, j'aurais presque l'ambition de dire que finalement, les entreprises qui affirment leur politique de diversité et d'inclusion sont aujourd'hui des rôles modèles, parce que je pense que la thématique de l'inclusion a vraiment été mise au cœur des débats et elle continue à l'être. On voit bien dans la diversité des activités qui peuvent revenir à l'emploi ou pas aujourd'hui. On se rend bien compte que finalement, la société sera beaucoup plus sereine quand tout le monde réaccédera effectivement à cet emploi. Donc, ça met vraiment, je trouve, en avant cette question de la diversité et de l'inclusion et de la richesse qu'elle apporte aux entreprises, mais bien au-delà de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très clair. Et puis, tout à l'heure, Philippe le disait, mais c'est vrai que de la même manière, chez Schneider Electric, on a annoncé nos objectifs de diversité et d'inclusion au travers de notre stratégie RH à 2025. Et on continue à affirmer ces objectifs en termes d'inclusion, notamment en termes aussi de génération, en inclusion et développement des femmes aussi dans nos métiers techniques, parce que c'est un enjeu pour nous, entreprises industrielles. Donc, on voit bien en fait que le champ est ouvert et que ça n'a en rien freiné nos ambitions. Et au contraire, je pense que ça aura vraiment été un révélateur de l'atout que ça amène à nos entreprises. Merci beaucoup, Corinne. On va devoir conclure ce premier temps d'échange, mais merci encore à toutes et à tous pour votre intervention. Vous avez des questions qui vous sont posées par les participants dans l'onglet questions, notamment pour vous, Philippe et Joanne. Je vous propose d'y répondre directement, sinon on y répondra directement à l'audio à la fin de l'événement. Merci beaucoup. Sans attendre, je vais laisser la parole à ma collègue Nathalie Ducongé. Bonjour, alors rebonjour, on s'est déjà dit bonjour tout à l'heure. Donc là, on va accéder à la seconde partie de ce webinaire qui traite effectivement des fragilités d'emploi, les conséquences de la crise, en particulier chez les femmes, et l'opportunité du numérique. Donc on sait effectivement que la crise sanitaire a énormément impacté l'emploi des femmes. C'était d'autant plus vrai même au niveau mondial, puisqu'il y a une étude qui a été publiée récemment début mars et qui a montré que même aux États-Unis, il y avait une femme sur 4 qui envisageait de réduire fortement ses prétentions professionnelles, voire même carrément de ne plus exercer d'emploi. En France, pareil, on a connu une grave crise de l'emploi. À l'issue du premier confinement, 2 mois après le premier confinement, il y avait même 2 femmes sur 3 qui continuaient seulement à travailler, comme contre 3 hommes sur 4. Et pourtant, on sait qu'il y a des opportunités en termes économiques. Il y a des études qui le montrent. Le numérique est une formidable opportunité. Mais hélas, toutes les femmes ne se saisissent pas de cette opportunité. Il y a à peu près seulement un tiers des femmes qui sont dans les effectifs, notamment de ce secteur d'activité. Donc vous, Emmanuel Larocque, vous avez fondé et vous dirigez depuis 10 ans une association qui s'appelle Social Builder, qui œuvre justement pour la mixité dans les entreprises, et vous vous battez justement pour que les femmes puissent accéder à ces carrières professionnelles dans ce secteur. Comment, à l'heure d'aujourd'hui, vous pouvez définir la raison d'être même de Social Builder ? Oui, merci beaucoup Nathalie, merci beaucoup de votre invitation aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger et partager aussi notre expérience. Donc pour revenir un petit peu et vous le citiez un petit peu le contexte. Alors ce qui est très important, c'est que rappelons que le numérique aujourd'hui est un acteur majeur du recrutement puisqu'il y a 80 000 postes ouverts dans le numérique et tous les métiers de la filière numérique.
ces recrutements aujourd'hui rencontrent des difficultés à se concrétiser pour la simple et bonne raison, c'est que nous manquons cruellement de compétences. Donc, c'est une opportunité incroyable et surtout en temps de crise. Et malheureusement, aujourd'hui, en France, les femmes ne peuvent encore pas vraiment bénéficier de toutes ces opportunités pour de multiples raisons. Déjà parce qu'elles ne sont pas toujours encouragées, mais aussi parce qu'elles ne sont pas forcément accompagnées à aller vers ces métiers. Donc, en effet, aujourd'hui, et rappelons les chiffres parce que c'est très important de mettre des mots et des images très précises. Il n'y a que 26% de femmes aujourd'hui dans les métiers et le secteur du numérique au sens large. Et si on s'en tient au métier technique, on n'est qu'à 16%, à peu près l'équivalent de ce qu'on identifie comme ratio filiation dans tout ce qui est filière de formation initiale. Donc aujourd'hui, nous, notre défi, c'est de faire en sorte d'inverser cette tendance. Et ce qui est aussi très important de préciser, c'est que ce n'est pas un vieux pieu, puisque l'histoire du numérique, de l'informatique, a commencé par être une histoire de femmes. C'est-à-dire que quand l'informatique est apparue dans les années 40, on s'est intéressé aux femmes et on leur a demandé de faire les premiers langages de la programmation. Et jusque dans les années 80, le taux en fait de femmes était presque plus important que le taux d'hommes dans tout ce qui était métier du numérique. Et c'est à partir des années 80, et j'aime bien redire cette histoire parce qu'elle montre que ce qui a été fait peut être défait. Ce n'est qu'à partir des années 80, avec la professionnalisation de l'informatique, où l'informatique est devenue un métier et tous les métiers concomitants, et l'arrivée des grands industriels qui ont commercialisé l'ordinateur personnel et les jeux vidéo, qu'on a commencé à recruter essentiellement des hommes et qu'on a commencé à s'adresser aussi aux hommes pour consommer ces nouveaux produits. Et c'est là où cette espèce de lien s'est créé entre l'informatique et les hommes. Donc, disons que ce lien est relativement récent, encore une fois, il est apparu dans les années 80. Mais aujourd'hui, on paye, je pense, un tribut très, très fort de l'héritage de cette histoire. Donc aujourd'hui, disons que le constat actuel, malgré la multiplicité d'actions qui sont faites pour tordre le cou à cet héritage, ce qu'on peut faire, nous, comme bilan chez Social Builder, c'est que, on n'encourage pas encore assez les femmes. Je ne parlerai pas de la partie éducation. Je dirais vraiment sur les femmes actives. On ne les encourage pas encore assez pour s'intéresser à ces métiers. Et par ailleurs, quand elles commencent à s'y intéresser, comme elles voient peu de femmes, elles sont un petit peu encore découragées. Et quand elles souhaitent se reconvertir, parce qu'on parle beaucoup de reconversion aussi pour les femmes dans le numérique, aujourd'hui, on identifie que les parcours de formation, mais aussi les recrutements, intègrent des prérequis qui peuvent être des prérequis de formation initiale, mais aussi d'expérience, qui du coup pénalisent encore les femmes. Donc nous, notre approche, pour en venir à notre approche, face à l'ensemble de ces freins, ce qu'on a décidé de faire, c'est créer des solutions en fait pour des demandeuses d'emploi qui vont intégrer à la fois l'orientation, la formation et l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on a décidé et on travaille d'une manière très particulière puisqu'on crée des parcours sans couture qui permettent vraiment de former des femmes de tout âge, de parcours extrêmement variés sur des métiers très différents, mais qui ont vraiment qui ont besoin de compétences. Et ces parcours, en fait, fonctionnent bien parce qu'ils sont décidés, main dans la main avec les entreprises, ce qui paraît une évidence, mais il faut quand même le dire, mais aussi avec Pôle emploi, que je salue parce que je sais qu'ils sont là, qui est notre partenaire privilégié sur l'ensemble de nos projets. Et donc, sur ces programmes d'accompagnement à l'emploi par la formation, en fait, on va essentiellement privilégier des critères de motivation et on va s'assurer que tous les critères de sélection ne portent pas préjudice en raison, je dirais, de l'expérience et de la situation spécifique des femmes. Et on va accompagner du coup ces femmes qui se reconvertissent jusqu'à l'emploi, dans l'emploi, notamment par du mentorat. Et ça, c'est très important de le dire parce que du coup, les entreprises ont une part extrêmement active dans ces succès du retour à l'emploi ou de l'accès à l'emploi, de profils qui au final sont très variés, mais qui sont formés vraiment très précisément sur les métiers qui sont en tension. Et donc, côté entreprise, je tiens à le repréciser parce que nous, les investissons de manière extrêmement variée. Donc, ça va bien sûr des offres d'emploi, de stages pour des formations certifiantes.
mais ça passe aussi par tout ce qui est mentorat et du soutien financier par la taxe d'apprentissage, tout en passant par du mécénat de matériel pour certaines aussi femmes qui, en raison de leur situation personnelle, n'ont pas accès à du matériel informatique. Voilà. Et donc, je tiens à le repréciser parce que ça, c'est fondamental, cette implication de l'entreprise dans tout ce qui est ce parcours de préparation à l'emploi et de reconversion. Emmanuel, j'ai vu que la semaine dernière, vous avez profité de la Journée internationale des droits de la femme pour publier avec le Syntec numérique un livre blanc. Ce livre blanc, c'est pour lutter évidemment contre le manque de mixité dans les métiers du numérique, mais est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots pourquoi avoir publié ce livre blanc? Quel est l'objectif exactement? Alors, l'objectif, encore une fois, c'est de ne pas attendre que la formation initiale fasse tout le travail. Aujourd'hui, la reconversion professionnelle est un réel accélérateur pour la parité dans les métiers numériques et techniques. Et il y a 2 ans, avec le Syntec numérique, donc la Fédération professionnelle des acteurs du numérique, des entreprises de services numériques, nous avons décidé de lancer un grand chantier pour sensibiliser et accompagner les entreprises qui prenaient vraiment à bras le corps la solution de la reconversion. Donc, nous avons lancé un label, un manifeste, le manifeste pour la reconversion des femmes dans les métiers du numérique, où les entreprises, et aujourd'hui, il y en a 157, s'engagent en fait à accompagner des femmes en reconversion en pratiquant ou en tout cas en utilisant 6 leviers extrêmement concrets et qui fonctionnent, je dirais, très bien pour la reconversion professionnelle, qui sont à la fois tout ce qui est l'élargissement des critères de recrutement, qui est un levier essentiel, tout ce qui est l'engagement à travailler et à recruter des profils qui ont des parcours variés, mais aussi à travailler sur la reconversion de profils qui sont de tous âges, parce que nous avons des femmes en reconversion, je dirais, de 20 à 61 ans, de travailler aussi sur tout ce qui est la prise de poste et la formation des équipes. Et au-delà de tout ce manifeste et cet engagement d'entreprise qui s'est concrétisé par plusieurs centaines d'emplois pourvus par la reconversion, nous avons lancé du coup 2 ans après la substantifique moelle des meilleures pratiques qui ont été mises en œuvre par les entreprises qui se sont engagées dans le cadre de ce manifeste et qui a donné lieu à ce livre blanc qui est sorti la semaine dernière et que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site du Syntec numérique et aussi le site dédié à cette initiative qui s'appelle Reconversion Femmes Nues. Donc, c'est très intéressant d'envisager la reconversion et ce levier pour aller encore une fois pour plus de parité dans ces métiers. Alors moi j'avais aussi une autre question, c'est qu'on sait qu'il y a le poids de l'éducation. Alors je ne parle pas simplement de l'éducation, le rôle de l'éducation nationale, mais le rôle aussi des parents dans l'éducation des jeunes filles. Il y a quand même, il faut faire évoluer les mentalités. Que pensez-vous justement, quel rôle les parents peuvent jouer pour, on va dire, pousser de plus en plus de jeunes filles à aller se diriger vers ces métiers du numérique? On sait quand même qu'il y a une étude de Dell en 2017 qui montrait que 80% des métiers en 2030 n'existent pas encore. Donc, c'est une véritable opportunité pour ces filles qui n'y vont pas toujours parce que on leur dit que c'est pas forcément des métiers pour elles. Donc, il y a les parents qui peuvent jouer un rôle, mais il y a aussi l'éducation nationale. Et d'ailleurs, en parlant de l'éducation nationale et pas que l'éducation nationale, il y a eu un plan de 300 millions d'euros pour les formations numériques. Qu'est-ce que vous pensez de ce plan? Est-ce que ça va favoriser? Est-ce que ça va changer les choses? Alors, sur la question de l'éducation, à mon avis, c'est le prochain grand défi, puisqu'il y a tout un tas d'initiatives donc nous, on travaille plus spécifiquement, on va dire, avec les actifs, donc transformer, je dirais, maintenant, tout de suite, sur l'ensemble des opportunités ouvertes et assez à court terme. Sur la partie amont, aujourd'hui, il y a tout un tas d'acteurs qui font un travail formidable. Je peux en citer certains parce qu'ils vont aller justement en primaire, au collège ou au lycée pour essayer de créer des appétences, mais aussi de travailler en mixité filles-garçons pour sensibiliser à d'autres façons dès la partie formation initiale d'interagir dans l'environnement, on va dire dans un environnement autour du
numérique et de la construction de solutions numériques. Donc, je parlerai de Bicomtech, de Magic Maker, de Startup for Kids, de la Fondation Blaise Pascal, qui font un travail complètement admirable sur ces sujets. Et l'éducation nationale, pour ne citer qu'elle, s'est engagée en 2021 justement à lancer une grande campagne de sensibilisation du grand public au sujet de l'éducation des filles et leur sensibilisation à tout ce qui était les métiers numériques et techniques. Donc, je pense qu'il y a une vraie prise de conscience à ce sujet. En revanche, sur la question du plan de relance, pour ne citer que lui, le plan de relance, donc du coup, s'intéresse beaucoup à la formation, notamment à la formation numérique, mais aussi à la digitalisation des solutions pédagogiques, et c'est 300 millions aujourd'hui. On regrette qu'il ne soit pas associé à une action proactive dédiée à l'engagement des femmes et aussi des jeunes femmes dans ce plan de relance. Donc aujourd'hui, je dirais que le constat, c'est oui, le grand public, c'est un défi pour que chaque foyer se sente l'envie et l'idée d'accompagner autant les petits garçons que les petites filles vers les métiers d'avenir. Mais c'est tout aussi important de continuer à avoir une action proactive et systématique pour que les politiques de l'éducation, mais aussi les politiques économiques, s'assurent d'effets long terme sur les filles, sur les femmes et sur les garçons et sur les hommes. Et si on parlait de la réforme du baccalauréat, vous pensez que c'est positif pour inciter les jeunes filles à aller vers le numérique ou non? Alors du coup, pour être très concrète sur le sujet, c'est vrai qu'on commence à voir que cette réforme qui du coup incite des choix d'options donc scientifiques, littéraires, économiques, multiples dès la première, semble-t-il, a eu des effets plutôt de découragement des filles ou de redirection des filles de manière un petit peu plus prématurée que précédemment vers tout ce qui était, je dirais, les filières littéraires, économiques, et à renforcer malheureusement cette différenciation filles-garçons dès la première. Et on voit que même celles qui prennent majoritairement les filières scientifiques les abandonnent pour la terminale. Donc aujourd'hui, le constat étant pour nous, et il est plutôt alarmant, de ce que cette réforme doit être regardée à la loupe pour s'assurer qu'elle ne va pas créer durablement d'autres freins et d'autres difficultés à surmonter pour que les jeunes femmes puissent aller après intégrer que ce soit des écoles préparatoires ou des filières post-bac scientifiques, puisqu'encore une fois, je le rappelle, nous aurons des prérequis et des demandes de compétences souvent initiales à l'accès à ces filières professionnalisantes. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. En 2 mots, juste pour conclure votre intervention, si vous deviez faire un bilan des 10 ans de votre association. Alors, c'est en effet les 10 ans de Social Builder, on va peut-être d'ailleurs les fêter en 2011 vu le contexte, mais aujourd'hui, donc je dirais que nous on a œuvré et on a accompagné 55 000 femmes sur les 10 dernières années. Ça commence à faire un petit paquet, dont accompagner sur des compétences ou des formations métiers 35 000 femmes. Donc on est à la fois bien sûr fiers de ce qu'on a pu contribuer aussi et de notre petite contribution à ce mouvement et à ce chantier d'importance, mais je dirais, j'alerte sur le fait qu'en effet, il faut que tout à chacun prenne ce sujet à bras le corps. Donc, nous existons encore et certainement pour un petit moment parce qu'en effet, il faut que diffusent toutes ces bonnes pratiques et qui existent et que nous mettons en œuvre, mais que d'autres aussi mettent en œuvre pour assurer une parité des recrutements, de l'orientation et de l'intégration des femmes dans tous ces métiers d'avenir. Rappelons que 80% des métiers vont disparaître ou être complètement refondus d'ici 2035 en raison de la digitalisation. Ce n'est pas un micro-sujet, c'est un sujet de fond. Et donc, nous avons mis en place tout un certain nombre d'outils. Donc, on parlait du livre blanc. Mais il y a aussi un MOOC que je recommande qui s'appelle « Propulser les femmes dans le numérique », qui est un MOOC d'1 heure qui explique comment mieux accompagner et accueillir les femmes vers ces métiers. Et donc, chacun et chaque manager, chaque recruteur et chaque aussi responsable de campus et de formation numérique peut s'imprégner pour aussi transformer ses pratiques. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Pour conclure, je rappellerai juste que augmenter la présence des femmes dans le numérique, c'est augmenter de 9 milliards le PIB de l'Union européenne. Donc, voilà. Donc, il faut en tenir compte. Et là, je voudrais maintenant laisser la parole à Pôle emploi. J'ai 3 intervenants Pôle emploi. Je leur demande donc de venir sur scène, s'ils veulent bien tout de suite. À commencer Bonjour. par Manuela. Alors, j'ai Émilie. Voilà. Émilie qui arrive en premier. Bonjour. Émilie Soudé, que vous êtes conseillère à Pôle emploi. Manuela Pelliccia, directrice également d'antenne de Pôle emploi, et Nicolas Faury, vous êtes conseiller entreprise à Pôle emploi. Je vous remercie tous les trois de votre présence. Et puis pour démarrer, pour introduire votre présentation à tous les trois, eh bien, vous m'avez communiqué une vidéo sur un dispositif qui a été mis en place par Pôle emploi qui s'appelle « Je ne peux pas, j'ai piscine ». Donc, je vais partager à tout le monde. La vidéo n'est pas longue, elle dure 1 minute 30 et nous échangerons ensuite à la suite de ce passage vidéo. Je vous lance la vidéo tout de suite. Au Pôle emploi de l'île Port-Fluvial, on est parti d'un constat relativement simple. Finalement, le secteur du numérique est un secteur très porteur aujourd'hui. Malheureusement, très peu de femmes s'y intéressent. Il n'y a que moins de 30% de femmes dans ce secteur, alors que les employeurs sont plutôt ouverts aux candidatures féminines. Il était nécessaire de susciter des vocations et on a mis cette action en place, l'action « Je peux pas, j'ai piscine ». C'est quoi, en quelques mots, 10 demandeuses d'emploi qui se sont immergées dans le bain du développement informatique au centre de formation LAFPA à Roubaix pendant une semaine. Elles ont créé une application mobile pour la commune de Roubaix destinée à signaler les décharges sauvages à la commune. Donc bilan très positif, hein. Il faut signaler que ces 10 demandeuses d'emploi venaient de profils très variés. Elles n'avaient pas forcément de formation ou d'expérience dans l'informatique. Elles s'y sont plutôt retrouvées. Donc ce qu'elles en ont tiré, c'est qu'à la fin de l'action, elles ont pu rencontrer des grandes entreprises du service numérique de notre bassin d'emploi pour présenter leurs projets. Elles s'en sont d'ailleurs admirablement sorties et on espère que ça donnera lieu à des recrutements. On a aujourd'hui 4 demandeuses d'emploi qui sont entrées en formation et une demandeuse d'emploi qui a intégré une communauté Sphère Emploi. Merci. Donc, Nicolas et Manuela, vous allez nous parler de cette expérimentation. Donc, on a bien compris qu'elle était à destination de demandeuses d'emploi pour leur permettre de monter en compétence sur le numérique. Donc, Manuela, en 2 mots, pourquoi avoir mis en place ce dispositif, cette expérimentation en fait? Oui, donc bonjour. Donc, pourquoi comme l'a rappelé Emmanuel, c'est qu'on était sur une double problématique. Effectivement, des difficultés de recrutement importantes dans le domaine du numérique. Il faut savoir que 75% des emplois dans le numérique en Hauts-de-France sont concentrés sur la métropole lilloise et du coup, des difficultés à trouver des candidats. Pas du fait des entreprises qui étaient totalement ouvertes et vraiment avaient envie d'accueillir la diversité au sein de leur entreprise, mais plutôt du fait des chercheuses d'emploi finalement, qui ne se voyaient pas du tout dans ces métiers, qui pensaient que c'était pas pour elles. Et donc, j'avais pu visiter l'école 42 à Paris, et je me suis dit, peut-être ça peut être une bonne idée. Donc, je peux pas, j'ai piscine, donc proposer à des femmes de s'immerger une semaine, il n'y a pas beaucoup d'investissement dans le bain du numérique, pour pouvoir découvrir en faisant ce que c'était, et puis tout le long de cette semaine, être accompagné avec une itération par des conseillers Pôle emploi, pouvoir rencontrer des entreprises, et puis avoir envie, et se dire finalement c'est peut-être pour moi, et puis après derrière, une fois que l'envie est née, on a vraiment beaucoup de dispositifs d'accompagnement et de développement de compétences. Je vous remercie. Nicolas, vous avez, qui avez également travaillé sur ce dispositif, vous avez notamment des résultats à nous communiquer? Oui, alors les résultats, je les donne un peu dans la vidéo, du coup je me suis auto-spoilé, mais bon, néanmoins, effectivement, alors on avait 11 femmes qui participaient, on a eu 4 entrées en formation, donc des formations certifiantes ou à minima professionnalisantes dans les métiers du numérique. Alors, pas toujours du développement, c'est important de le préciser parce qu'effectivement, c'était une piscine axée au développement informatique.
On a notamment une personne qui est entrée en formation de community manager, mais en tout cas, voilà, ça démontre que ça a suscité des vocations, c'était l'objectif. On a eu une personne en retour à l'emploi direct qui a été recrutée dans une entreprise d'insertion dans le numérique de notre bassin qui s'appelle Inserti. Et on a eu 3 personnes dont les projets professionnels avaient été validés par leurs conseillers dans le cadre de leur accompagnement au projet professionnel. Donc voilà, donc si on résume, 11 femmes qui sont rentrées sur cette piscine et 8 projets concrets et même un retour à l'emploi qui avait été dénombré à l'époque. J'espère que depuis, dans le cadre du suivi par leurs conseillers, il y a eu d'autres retours à l'emploi qui se sont manifestés, j'en doute pas. Très bien. Manuela, Nicolas, rapidement, ce dispositif a eu quand même des résultats positifs. Il y a une chance de le voir de nouveau, ce dispositif? Alors, en fait, ce dispositif, il avait surtout été conçu, en fait, c'était un peu un déclencheur de quelque chose. On voulait aussi, grâce à en fait, l'action GPCine et puis le lien avec l'école 42, donner une visibilité aussi aux femmes et puis de donner envie de mettre en place des choses. Et justement, après, il y a des actions qui sont mises en œuvre, notamment l'action d'Émilie, qui effectivement, il y a eu un essaimage, en tout cas, d'action auprès des femmes et en tout cas une vraie prise de conscience de l'opportunité qui était justement tous ces pépites, tous ces talents pour les entreprises du numérique. Alors justement, vous citiez Émilie. Émilie, vous, de votre côté, vous aviez mis en place des actions de sensibilisation sur les métiers du numérique. Vous êtes parti il y a 3 ans du constat que finalement, il y avait quand même beaucoup d'hommes et pas tellement de femmes qui rejoignaient ces actions de sensibilisation. Donc, vous avez proposé un format qui était différent. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agissait exactement ? Oui, bien sûr. Alors, en fait, on a donc l'agence de l'île Port-Fluvial et de Roubaix-les-Prés, donc l'agence dans laquelle je travaille, sont porteuses en fait du secteur du numérique. Et effectivement, à l'époque, donc il y a 3 ans, nous organisions des événements de sensibilisation à ce secteur. Et force était de constater que très peu de femmes se positionnaient. Je me suis donc penchée sur la question et j'ai investigué à l'époque un secteur qui m'était inconnu parce que moi non plus, je connaissais pas grand-chose au numérique et en fait, ça m'a vraiment passionnée. Donc, je me suis entourée d'acteurs et d'actrices qui portaient en fait déjà cette cause, donc des professionnels notamment de la Fondation Femmes Numérique, mais également Social Builder qui est intervenu tout à l'heure. Donc, et finalement, mon engagement et mon implication sur cette thématique m'ont permis d'embarquer ces femmes et de là est né le premier événement Changeons les codes. Donc, cet événement, en fait, vise à sensibiliser les femmes à ces secteurs d'activité et de manière à ce qu'elles puissent s'identifier à des rôles modèles. Donc, c'est axé sur le partage d'expériences et d'échanges donc de professionnels du métier. L'objectif étant bien évidemment de casser les stéréotypes et préjugés sur l'accessibilité au numérique. Et finalement, l'intégration évolutive de ces femmes sensibilisées m'a permis de développer une communauté et de les accompagner dans leurs projets. Donc, à l'époque, j'étais moi aussi, donc, comme Nicolas, au service entreprise. Et j'ai donc proposé, en fait, à ma direction de mettre en place cet accompagnement. Et donc, une année plus tard, parce qu'il a fallu faire ses preuves, hein, forcément, et 1 an plus tard, j'ai pu intégrer un dispositif territorial d'accompagnement à la mixité professionnelle, donc qui est cofinancé par le Fonds social européen et qui comprend plusieurs dispositifs. C'est-à-dire que le mien est venu se greffer à ce dispositif global, mais il y a également donc la logistique pour les femmes, l'industrie pour les femmes, les services à la personne pour les hommes, de manière à ce qu'on respecte la mixité professionnelle. Je suis donc en mission donc depuis 1 an et demi sur ce poste. Et en quoi consiste en fait mon accompagnement? Donc, c'est un accompagnement intensif de 6 mois renouvelable une fois, où j'accompagne finalement les candidates dans la découverte des métiers. Donc, on fait des ateliers d'initiation de code, de la découverte de métiers au travers d'ateliers de rencontres avec des professionnels également du secteur. Sur l'importance donc de la mise en réseau, parce qu'il faut savoir que le réseau est vraiment primordial dans ce secteur d'activité. Donc, une personne qui souhaite évoluer dans le secteur du numérique, il faut vraiment tout de suite intégrer le réseau et notamment LinkedIn et une référence en la matière. J'ai d'ailleurs créé un groupe privé pour les femmes que j'accompagne pour leur permettre en fait d'échanger entre elles sur leur parcours. Donc, on travaille également sur leur orientation professionnelle, le choix de la formation, et bien évidemment le retour à l'emploi, donc toujours avec la mise en réseau avec les entreprises.
Et aussi, donc, il y a aussi la possibilité de travailler sur la création d'entreprises. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'associations sur les Hauts-de-France qui accompagnent les femmes entrepreneuses. Et finalement, dans cet accompagnement aussi, ce qu'il y a en force, c'est que je les coach également sur le développement de la confiance en elles, parce que c'est hyper important, et sur leur leadership. Donc, pendant toute la durée d'accompagnement, je fais également du coaching sur ces thématiques-là, qui leur permet justement d'être encore plus, on va dire, proactifs dans leur projet professionnel. Et finalement, c'est la force du réseau et des témoignages qui leur permet d'oser à entreprendre, à découvrir, à s'enrichir professionnellement. Et ça suscite en fait des envies et enlève les peurs et les barrières. D'accord. Et au niveau des formations que vous proposez, on sait qu'avec le confinement et l'impact du confinement, certaines, j'imagine, formations ont dû être annulées. J'imagine aussi que pour certaines femmes, c'était plus compliqué de suivre les actions que vous mettiez en place, ne serait-ce parce qu'il fallait, surtout au moment du premier confinement, garder les enfants à la maison. Mais vous avez malgré tout des résultats qui sont plutôt positifs? Oui, tout à fait. En fait, malgré la période, finalement, moi, j'ai trouvé que la période de confinement, ça a été une force. Parce que les femmes, justement, m'ont montré qu'elles avaient cette détermination et cet engagement dans leur projet. La quasi-totalité des formations ont été mises à distance. Donc, il n'y a eu aucune annulation de formation pendant le premier confinement. Tout a été fait à distance. Donc, effectivement, c'était compliqué, d'où en fait l'intérêt de les coacher en parallèle, c'est-à-dire que je devais les appeler une fois par semaine pour leur redonner de la motivation et du courage, parce qu'elles s'arrangeaient pour faire la formation. Donc, on va dire un créneau le matin pendant 2 heures et un créneau en fin de journée également. Donc, en fait, il y a vraiment les centres de formation se sont vraiment adaptés. Et c'est ça qui a été intéressant. En fait, il y a eu un gros travail de partenariat avec les centres de formation pendant le premier confinement notamment, pour insister sur l'accompagnement de ces personnes, parce qu'il y avait les enfants à gérer. Hein. On a eu pas mal de femmes qui se sont senties dépourvues de toute solution, parce qu'elles devaient être aussi professeurs des écoles, hein, donc c'était pas évident. Mais voilà, on a maintenu en tout cas le cap. Et tout à l'heure, vous me disiez justement par rapport aux chiffres, sur l'année 2020, j'ai eu 136 entrées en formation, 41 retours à l'emploi. Donc, j'ai même des femmes qui ont été embauchées pendant le confinement, donc des personnes qui ont effectué des prises de poste à distance. Il y a eu plus de 23 sociétés sensibilisées à la mixité professionnelle, parce que bon, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal d'entreprises qui n'embauchaient plus à cette période. Un partenariat surtout intensifié avec différents acteurs de l'emploi et de la formation du territoire, donc qui représente vraiment une force. Et aussi la multiplication en fait de professionnels sur le réseau LinkedIn pour multiplier les opportunités d'emploi pour les candidates accompagnées. D'accord. Et j'ai une dernière question avant de conclure. On sait qu'il y a eu tout un plan de relance qui a été proposé par le gouvernement cet été à destination des jeunes, qui favorise énormément les entreprises qui emploieraient justement des jeunes en CDD, CDI. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que du coup, c'est les femmes qui en subissent un peu les conséquences, parce qu'elles, pour le coup, notamment celles qui doivent prendre des formations en alternance, elles vont peut-être, les entreprises, si on les embauche en alternance, ne vont pas forcément, les entreprises ne vont pas bénéficier de ces aides-là. Donc, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est contre-productif pour elles, pour ces femmes-là? Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Justement, Emmanuel Larocque, qui est intervenu tout à l'heure, j'allais lui dire que je partageais vraiment son avis sur le plan relance, parce qu'effectivement, moi, j'ai pas mal de personnes qui devaient intégrer une formation en alternance et qui n'ont pas pu, malheureusement. Donc, je trouve qu'il serait judicieux de, pourquoi pas, mettre également à disposition un budget qui permettrait également aux femmes de pouvoir accéder à des entreprises du numérique, parce que c'est vrai que quand on a l'opportunité d'avoir un jeune avec un engagement financier, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus pertinent pour une entreprise. Donc oui, tout à fait.
Bon. Je vous remercie en tous les cas, à tous les trois, de venir de nous avoir présenté ces deux actions menées par Pôle emploi. Là, maintenant, je voudrais donner de nouveau la parole à Lydia qui va conclure cette table ronde. Vous, Lydia, vous avez vu, on a plein d'associations, on a même Pôle emploi qui s'active pour accompagner ces femmes vers l'emploi. Je vous laisse donc conclure ce que vous en pensez. Voilà. Merci déjà pour ce shoot d'énergie qu'on a eu grâce à Je peux pas, j'ai piscine, grâce à Emmanuel. Bravo. Bravo évidemment pour tout ce qui est fait sur le terrain. Il est vrai que la crise a impacté frontalement les femmes. Alors, je pense qu'on a perdu Lydia, qui va peut-être revenir. Alors, en attendant, je vais donner peut-être la parole. Elle revient. Si Lydia... voilà, elle revient. Je suis désolée. Non, je disais qu'on sait que la crise a impacté frontalement, encore une fois, les femmes, puisque 67% des travailleurs économiquement pauvres sont des femmes. C'est également, la crise a frappé honnêtement toutes les catégories socio-professionnelles. Ça vient d'être mentionné par Émilie. Il a fallu qu'on soit prof à domicile, qu'on continue notre activité, qu'on gère aussi après le couvre-feu et la logistique du quotidien, faire les courses avant 18 heures tout en ayant une activité professionnelle. Hausse également des violences faites aux femmes et ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, absolument toutes. On est hélas toutes concernées à un moment ou à un autre de nos vies. Et je retiens des interventions brillantes et pleines d'optimisme qu'on a eu aujourd'hui, notamment le point mentionné par Emmanuel Larocque qui mentionne le mentorat. Moi, j'y crois énormément. Je crois qu'à chaque moment de notre vie, quand on est petite fille, on a besoin d'avoir des rôles modèles pour pouvoir nous ouvrir les champs du possible. Et en même temps aussi, parce que finalement, ce qu'on voit, on peut l'être. Sinon, on peut pas imaginer des métiers qu'on ne connaît pas. Donc, ce que vous faites aussi bien à Pôle emploi avec cette très belle initiative de Je peux pas, j'ai piscine, permet aussi d'aller dans des secteurs où on ne va pas nécessairement naturellement. Émilie a parlé de la notion de réseau. Je crois à la force du réseau. Les femmes, on l'a dit, on est déjà occupées par tellement de choses, on a une charge mentale tellement accrue que parfois, même quand on est à des niveaux de cadre dirigeant, on prend peut-être moins le temps de le faire. Donc, à ce moment-là de nos vies, ici et maintenant, oui au mentorat, on en a besoin. Le mentorat, c'est quoi? C'est finalement avoir quelqu'un avec qui on peut discuter de notre carrière. On sait aujourd'hui qu'il y a eu que, c'est une étude de la Harvard Business Review qui dit qu'en 2019, il y a eu que 54%. Il y a eu 54% des hommes qui ont eu une discussion avec leur mentor ou un sponsor sur leur carrière, alors qu'on n'était que 39% des femmes à avoir discuté de nos carrières. Donc, il faut aussi qu'on arrive à prendre en main, même à des niveaux de cadre dirigeant, la nécessité de prendre en main nos carrières, de s'en saisir, d'oser demander. On en a discuté aussi. Il y a un plafond de verre, oui, mais il est vrai que l'accès au board est de plus en plus réduit lorsqu'on est dans ces fonctions. Et c'est vrai que des initiatives telles que celle qu'Innov Avenir, qui est celle pour laquelle j'espère être sollicitée et j'aimerais intervenir beaucoup sur cette initiative, je pense vont dans le bon sens. Mais le mentoring à tout niveau de la carrière est quelque chose que nos entreprises, nous développons et on doit continuer à les développer. Donc, un grand merci pour vos interventions. Emmanuel et nos amis de Pôle emploi, bravo ce que vous faites au quotidien sur le terrain. Merci beaucoup. Et je crois que je passe la parole à Yann pour la clôture de cette très belle session organisée par LEPC. Merci. Merci Lydia. Alors très rapidement, un mot de conclusion pour vous dire que moi aussi j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à vous écouter, vous tous les intervenants. Vraiment merci pour vos témoignages et vos messages pleins d'optimisme, mais aussi de preuves de diversité. Alors parmi tous les messages, j'ai entendu finalement avant la réinvention dont on a parlé, celui de l'importance des fondamentaux en matière de diversité, qui sont un socle, un roc dans les temps mouvementés. Et je trouve que c'est un bel hommage
pour la charte, car pour beaucoup d'entreprises, la charte, c'est le premier texte sur lequel elle peut bâtir justement ses fondamentaux. Je dis souvent que la charte, après, devient pour l'entreprise un guide et aussi un rempart. J'ai entendu aussi le message selon lequel la crise agit comme en fait un révélateur des prises de conscience sur le soin à apporter aux collaborateurs. Aujourd'hui, on parle du care. Le soin à leur apporter dans toute leur singularité et que cela a été l'occasion de découvrir parfois des formes de diversité, de s'intéresser davantage aux problématiques des collaborateurs. Voilà, ce message est très, très positif aussi sur la qualité de vie au travail, hein, puisqu'elle a été mentionnée. Et puis enfin, dans le prolongement de ce que disait Lydia, j'ai entendu le message plein de promesses de l'engagement des collaborateurs sur le sujet de la diversité via le mentorat, via les vertus de l'exemplarité. Aujourd'hui, le sujet de la diversité en entreprise, c'est vraiment devenu, je crois, le sujet de chacune et de chacun, issu ou non de la diversité. Et l'entreprise donne, je crois aussi, de plus en plus les moyens d'agir en co-responsabilité à l'intérieur de l'entreprise, mais aussi dans la société avec des partenariats associatifs. Et chez LEPC, vous savez que c'est un levier qu'on encourage depuis longtemps auprès de nos membres et que nous allons donc renforcer. Dernier mot important, avec Nathalie, on est triste. C'est la fin du tour de la diversité. Merci vraiment à Nathalie et Julie d'avoir contribué à l'organisation de toutes ces étapes avec nos partenaires et intervenants. On est triste, mais pas trop, parce que c'est bientôt le début d'un autre temps fort de votre charte, celui du bilan diversité. Il est essentiel pour qu'on mesure les avancées, identifier les priorités pour que tout au long de l'année, nous puissions vous apporter les meilleurs contenus et organiser les événements les plus pertinents possibles et puis surtout mesurer notre progrès collectif. Donc, vous allez recevoir un questionnaire en juin. La valeur de ce bilan repose sur le nombre de répondants, comme souvent dans les enquêtes, donc vraiment, vraiment, on compte sur vous. On en profitera probablement pour prolonger dans le cadre de ce questionnaire la réflexion sur l'impact de la crise sur la diversité avec une série de questions dédiées. Donc voilà, surveillez vos boîtes en juin. Et puis, une petite info d'actu, puisqu'on va finir dans les temps. En mai, ce sera le mois européen de la diversité. L'occasion pour vous de découvrir bientôt sur les réseaux sociaux ce que font les autres chartes en Europe. Vous savez qu'il y a peut-être une coordination des chartes européennes au niveau de la Commission européenne. Voilà, donc il y aura des événements et des communications, et c'est très intéressant de découvrir aussi ce que font les autres pays, d'autant qu'on a une sorte de maternité sur le sujet, puisque la charte française a été la première et que 25 autres chartes l'ont suivi. Voilà, c'était le mot de la fin. Merci encore à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.